Je suis très contente d'être avec vous cet après-midi. Je suis Valérie Lespès, journaliste à APM News et Géronto News. Et on va parler cet après-midi du modèle économique des EHPAD. On en a déjà un peu, les intervenants de ce matin ont amorcé le sujet, mais nous, on va rentrer un peu plus dans le détail. Cette séquence s'annonce extrêmement intéressante pour au moins 3 raisons. D'abord, la qualité des intervenants, vous verrez. Ensuite, la situation, ça c'est moins drôle, assez dramatique dans laquelle vos EHPAD sont financièrement, et une petite lueur d'espoir, le fait qu'en ce moment se préparent quand même des réformes qui pourront vous donner un petit peu d'air. C'est ce que nous allons détailler. On va organiser nos discussions en 3 temps. Pour l'ensemble de cette séquence, nous avons un grand témoin de luxe avec Jean-Benoît Dujol, le directeur général de la cohésion sociale. Venez me rejoindre. Bonjour à toutes et tous. Merci d'abord de m'accueillir pour cette intervention. Puis je suis très heureux de pouvoir assister au table ronde de ce début d'après-midi pour réagir sur les différents sujets que vous avez évoqués. C'est un moment évidemment important. C'est devenu un rendez-vous presque habituel pour moi. C'est la 3e fois que j'ai la chance de venir devant vous. Effectivement, la situation, vous l'avez dit, elle est un peu inconfortable parce qu'elle est inédite. Et en même temps, c'est le rôle de l'administration d'assurer une forme de permanence, en tout cas de continuité. Et ce que je peux vous dire, c'est que les travaux qui ont été engagés depuis déjà maintenant plusieurs mois et plusieurs années ont vocation à se poursuivre. Et notamment les réformes que vous avez évoquées, elles ont vocation à trouver une application dans les toutes prochaines semaines, parce que le constat que l'on faisait qu'on fait toujours depuis maintenant plusieurs mois, il est toujours pertinent, avéré. Il y a bien une crise du modèle économique de l'EHPAD. Alors évidemment, les quelques éléments d'analyse qu'on va partager cet après-midi nous permettront de la caractériser ensemble de manière un peu rapide. Vous avez cité les principaux facteurs. Il y a bien une crise sanitaire qui continue maintenant qu'elle a commencé à être ancienne, ça fait maintenant plus de 4 ans, mais l'ombre portée de la crise sanitaire est toujours là. Il y a une crise réputationnelle, je ne reviens pas sur le scandale que vous avez évoqué. Il y a eu une crise inflationniste, alors on atteint un plateau, et puis aujourd'hui, les prévisions macroéconomiques font état d'un ralentissement de l'inflation, mais avec une stabilisation des prix à un niveau relativement élevé qui a percuté le compte d'exploitation des établissements, vous le savez, vous qui êtes gestionnaire de ces structures. Et la combinaison de ces trois crises, elle est venue, sur une structure peut-être déjà fragilisée, révéler une situation extrêmement dégradée aujourd'hui. On s'en rend compte de manière assez évidente quand on regarde la proportion d'établissements en difficulté, enregistrant un déficit. En quelques années, on est passé d'une minorité d'établissements concernés, à peu près 25% des structures, à près des 2 tiers des établissements qui aujourd'hui enregistrent un déficit. Alors évidemment, il y a des situations qui sont hétérogènes, on peut affiner l'analyse par secteur, par région, mais il y a un phénomène qui est devenu massif et d'une très grande fragilité du compte de résultat de ces structures, avec évidemment un impact sur le bilan. Et si on regarde, c'est intéressant, un peu d'analyse financière, je dirais, et ça va nous rapprocher des sujets que j'aurais voulu ensuite évoquer, sur lesquels je réagirai. Section tarifaire par section tarifaire, on peut aussi affiner l'analyse. Et on se rend compte, en tout cas, c'est un point dont on pourra sans doute débattre, qu'on a une fragilité particulière et un déficit en tout cas plus fréquent sur la section autonomie et sur la section hébergement, d'où les réformes que l'on se propose de mettre en place, sans évidemment se dédouaner sur notre responsabilité du point de vue de la section soins. Mais je crois pouvoir dire que dans les années qui se sont écoulées, on a essayé, y compris dans la campagne tarifaire et budgétaire de cette année, de faire porter l'effort sur cette section soins pour pouvoir couvrir l'essentiel du coût et des surcoûts induits par le contexte. Mais on voulait quand même au moins pour ces assises vous livrer quelques chiffres que nous n'avons pas inventés, parce que je veux remercier la CNSA. Tous ces chiffres viennent de la CNSA. Ça mériterait d'être traité d'ailleurs, parce qu'on a eu des tableaux Excel extrêmement exhaustifs, mais qui n'étaient pas traités. Donc on a essayé de commencer ce traitement d'informations. Je sais que beaucoup d'ARS, on va y revenir, l'ont fait chacune dans leur région, mais on n'a pas toujours pour l'instant de chiffres totalement agrégés, et c'est ça qu'il va nous retenir dans les 10 jours qui arrivent pour vous livrer le moment venu une note. Je rappelle que toutes les notes de matière grise sont publiques sur notre site, elles sont gratuites et téléchargeables. Voilà, donc très rapidement, la courbe des taux d'occupation tels que les a calculés la CNSA depuis 2019.
La courbe parle d'elle-même, mais ça va mieux si on l'accompagne à parler. Vous voyez que le taux d'occupation en 2019 était déjà quand même pas très élevé, il était à 93 environ. Alors il faut regarder aussi, on verra avec les équipes de la CNSA, parce que vous voyez bien que vous calculiez un taux d'occupation sur le nombre de lits totaux, sur le nombre de lits ouverts, parce que, enfin bon, est-ce que vous intégrez ou pas les accueils de jour? Il y a encore 2 ou 3 biais statistiques. Bon, mais par contre, c'est calculé de la même façon de 2019 à 2024. Donc même si le 93 peut s'avérer en fait 92 ou 94, peu importe, ce qui est de toute façon incontestable, c'est la ligne de la courbe. 93% au mois dans toute l'année de 2019, et évidemment, chute totale début 2020, dès le premier trimestre 2020, même, vous voyez, fin 2019, et ensuite une amorce de reprise qui ne date que du premier trimestre 2021. Et on a, après cette chute très brutale de fin 2019 jusqu'à 2021, cette légère amorce de reprise, bing, arrive la publication début 2022 des Fossoyeurs. Et là, vous voyez cet effet, c'est-à-dire que ça a commencé à remonter, et puis ça ne baisse plus, mais ça stagne. Ça stagne, et là, les chiffres vont, vous voyez, jusqu'à la fin 2023, hein, donc ils sont quand même relatifs. Je crois que c'est le 3e trimestre 2023. On n'a pas encore 2024, en quoi nous, on ne l'a pas, peut-être que la CNSA l'a déjà, on reverra avec elle. Mais voilà, ce qui est important, c'est de constater, et c'est ça le fait essentiel, c'est qu'après la chute de la crise sanitaire, le taux d'occupation n'est jamais revenu à son niveau de 2019. Jamais, pour l'instant. Peut-être pour votre établissement, peut-être pour vos groupes, etc. Mais globalement, puisque là, évidemment, vous comprenez bien que c'est l'ensemble des établissements publics et privés, donc cette courbe est importante au sens où l'amorce de la reprise fin 2021 a été ensuite enrayée. Voilà. Deuxième slide, on a essayé de regarder, ou plutôt la CNSA a essayé de regarder aussi, si il y avait un curseur, un critère territorial. Alors, c'est un peu compliqué, on vous passera, hein, tous les participants inscrits, dûment inscrits à ces assises, recevront tous les slides diffusés, hein, je le dis, pour les 48 prochaines heures. Donc si vous n'avez pas tout à lire en détail, vous le recevrez de toute façon sur vos boîtes mail. Regardez, là, les disparités régionales sont assez évidentes quand même, hein. Et vous voyez que le premier petit bâton, c'est 2019. Le dernier, c'est 2023. Ce qui est frappant là-dedans, c'est d'abord les inégalités régionales. Des Pays de Loire jusqu'à la Corse, en passant par les uns et les autres régions, vous avez sous les yeux votre région à vous, celle où vous êtes implanté, où vous vivez, où vous travaillez. Donc vous pouvez voir que déjà qu'il y a quand même une assez grande distorsion d'une région à l'autre. Il faudrait peut-être expliquer pourquoi. Nous, on n'a pas les facteurs explicatifs, mais le fait est qu'il y a une disparité régionale. Et puis, ce qui est encore plus inquiétant ou qui mériterait explication, c'est qu'il y a des régions, je pense notamment à la Nouvelle-Aquitaine, de mémoire, parce que je n'ai pas noté tout ça, mais la Corse, évidemment, voire même les Pays de Loire, même à un haut niveau, où le niveau de 2023 est encore inférieur à celui de 2020. Ce n'est pas qu'on n'a pas retrouvé le niveau de 2019, c'est que ça continue à baisser. Et là, vous voyez, alors soit ces taux sont mal calculés, soit admettons que les statistiques de la CNSA qui lui seront montées massivement sur 8000 établissements ou 7000 établissements valent évidemment des moyennes confortables. Et donc, vous voyez qu'il y a des départements, dans des régions, pardon, où le taux de 2023 est encore plus bas que celui de 2022, 2021, etc. Troisième curseur, le caractère, la nature juridique de l'établissement. Alors là, nous n'avons pas les chiffres nationaux. On regardera avec la CNSA si on est en capacité d'agréger tout ça. Mais on a, et je les remercie d'avance, puisqu'ils sont dans la salle en plus, les responsables de l'agence régionale Île-de-France, l'ARS Île-de-France, qui a sorti des tableaux. On a juste piqué le tableau de l'ARS, hein, on n'a rien fait de plus là. Et ils ont fait ce travail-là pour l'ARS Île-de-France. Peut-être que ce travail existe pour toutes les autres ARS. Hein, on va essayer d'interroger les uns et les autres. Mais regardez ce tableau, il n'y a pas de raison, une fois de plus, qu'il soit totalement différent et radicalement distinct dans les autres régions. Ça vous donne une première indication. Le taux d'occupation qui souffre le moins
et celui des privés à but non lucratif, des associatifs. Et très franchement, c'est à peu près quand même ce qui nous revient du terrain. Hein, vous direz, vous parlerez à vos voisins pour voir si vous pensez que ces chiffres sont vérifiés, mais nous, dans le cadre de Matière Grise, nos opérateurs à but non lucratif qu'on a interrogés, oui, ils ont plutôt des taux à 94, 95, 96 et souffrent moins, ou en tout cas sont remontés plus vite que les autres. Dans le secteur public, on a cette distinction entre le public autonome et le public hospitalier. Je ne l'explique pas, peut-être que vous, oui, l'ARS qui a fait ce tableau peut-être aussi, il faudra qu'on l'interroge. On a sorti ce tableau dans les derniers jours, hein, donc on n'a pas eu le temps pour l'instant de faire, mais on voulait vraiment vous les livrer. La vérité, c'est que les chiffres qui ont été publiés par l'ARS Île-de-France montrent que le public hospitalier est à 81%. Peut-être que c'est aussi spécifique à l'Île-de-France, à la PHP, je sais pas vraiment. Mais en tout cas, le secteur public hospitalier semble en plus mauvaise posture en termes de taux d'occupation que le public autonome. Et puis enfin aussi, plutôt en bas de la courbe, le privé à but lucratif, les établissements commerciaux qui sont à plutôt 83% en moyenne. Quand on les interroge les uns les autres, ils sont quand même plutôt au-dessus de 90 maintenant. Hein. Donc c'est pour ça que parfois les moyennes que nous livre la CNSA sont assez distinctes des moyennes que nous donnent les opérateurs eux-mêmes, qu'ils soient privés ou publics. Donc il peut y avoir ce décalage. Mais sur ces ordres de grandeur, il semble, à travers ces chiffres-là, que le secteur associatif, qu'une partie du secteur public a mieux résisté en termes de taux d'occupation que le secteur privé commercial notamment. Alors, on a essayé, et c'est ça qui va être l'objet de notre note, mais qui peut être aussi l'objet d'une partie du débat de cet après-midi, de se demander pourquoi. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs facteurs. On les a mis un peu en vrac, à vous de juger, à vous de réfléchir à cela, à nous aussi d'ailleurs de le faire, puisque je vous dis, on va essayer de développer tout ça autour d'une note. L'effet Covid, il y a à un moment donné un ralentissement dont on mesure les effets durablement. Deuxièmement, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un taux d'occupation? C'est le solde entre les entrées et les sorties, pour parler de manière un peu brutale. Bon. Or, tous les opérateurs qu'on interroge nous disent bien qu'il y a les entrées, ça a ralenti, mais il y a encore des entrées. Mais il y a aussi beaucoup plus de sorties. Bon. Alors, là-dessus, on est en train de regarder plus précisément, parce qu'il y a deux types de sorties. Des opérateurs qui nous disent clairement, on a aujourd'hui beaucoup plus de familles qui retirent leurs parents d'EHPAD parce qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat. Et donc, il y a des sorties qu'on voyait moins avant, qui sont des sorties contraintes, et ça mérite vraiment réflexion, des familles qui n'en peuvent plus, le patrimoine qui est fini, on est sur les genoux, on n'a plus d'autres moyens, on retire, et on s'arrange autrement, j'imagine, mais en tout cas, il y a des sorties, et les opérateurs en témoignent, des sorties économiques, j'allais dire. Et puis, et donc il y a ce solde-là, et puis une durée moyenne de séjour. Alors là, on a des chiffres de l'adresse qui sont trop peu régulières, toujours très passionnants les chiffres de l'adresse, mais ils ne sortent pas ça tous les 6 mois non plus. Bon. Et donc nous, on a commencé à regarder auprès d'opérateurs, certains sont ici dans la salle, ils se reconnaîtront, il semblerait effectivement, dans les 2-3 ans qui arrivent, qui viennent de passer, que leur durée moyenne de séjour est assez forte, sensiblement chutée. Bon. Donc, si vous avez des gens qui sortent pour des raisons économiques, des durées moyennes de séjour et des entrées qui ne sont pas toujours très folichonnes en termes de volume, eh bien, vous avez évidemment un taux d'occupation qui n'augmente plus. Évidemment, l'effet réputationnel, c'est celui, pour avoir été interrogé par les journalistes depuis 48 heures là-dessus, celui qu'on nous met en avant en premier. Évidemment qui joue, ça a été dit tout à l'heure, dans le public comme dans le privé au demeurant. Hein. Les fossoyeurs, ce n'est pas seulement un effet répulsif du secteur privé commercial, c'est tout le monde en paye les conséquences. Mais si on fouille un peu, pas certain que de ces 5 critères, ce soit le critère le plus réel. C'est certainement celui que les journalistes comprennent le mieux, mais ce n'est pas forcément le plus massif. Le plus massif, c'est évidemment l'effet démographique qu'on n'a pas vu venir. Enfin, pourtant, ce n'est pas faute de l'avoir dit. Le nombre de 85 ans et plus, autre note de Matière Grise que vous pouvez télécharger sur notre site, n'augmente pas de 2020 à 2030. Bon. Donc quand vous avez une stagnation de la population de 85 ans et plus, alors que c'est cette population qui est en priorité intéressée par les EHPAD, évidemment qu'il y a un effet massif. Et on n'en est qu'au début, puisque la courbe des 85 ans et plus ne repartira à la hausse qu'en 2030-2031. Et donc, ce critère-là, qui est probablement le plus massif dans la stagnation des TO ou la difficulté à revenir à des TO un peu historiques, eh bien cet effet-là, l'effet 4 ici dans cette slide, il n'est pas prêt de s'arranger demain matin.
L'effet pouvoir d'achat, on l'a dit d'une certaine manière tout à l'heure par contre-coup, l'inflation, le coût des EHPAD sur des familles qui, elles, vivent une crise de pouvoir d'achat est évident. Et puis enfin, sans qu'on sache le mesurer réellement, l'effet du virage domiciliaire. On ne peut pas depuis des années et des années parler du virage domiciliaire et ne pas constater qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a des arbitrages qui se font, peut-être qu'on rentre plus tard, peut-être qu'on trouve des solutions et qu'avant, il y a quelques années, on rentrait en EHPAD, aujourd'hui on va en RSS. Peut-être que, c'est certainement pas ça parce que ça vient à peine de démarrer, mais que ma prime adapte, que le concept d'adaptation des logements, que l'anticipation va jouer un rôle qui n'est pas mesurable du jour au lendemain, mais dont on voit bien qu'il est dans l'air. Bon voilà, je m'arrête là. Cette note sera beaucoup plus complète et vous voyez qu'il y a encore des trous dans la raquette, je viens de vous l'expliquer. Mais on a essayé, à travers ces 4 slides, de vous donner quelques-uns des curseurs qui peuvent expliquer aujourd'hui le fait que dans la crise économique des EHPAD, ce n'est pas le seul, la question des taux d'occupation est au moins multifactorielle. Merci beaucoup, Luc. Peut-être un mot de commentaire, Jean-Benoît Dujol. Au-delà du commentaire aussi, ce que la DGCS peut faire pour accompagner les établissements qui sont en difficulté à cause de leurs taux d'occupation qui sont bas. C'est une variable clé de l'analyse de la situation économique des structures. Je partage les éléments de constat qui ont été présentés, notamment s'agissant de l'effet réputationnel, de l'effet Covid. Alors, je fais une petite plaisanterie sur l'effet réputationnel. Victor Castanet sort un nouveau livre la semaine prochaine. C'est sur les crèches, donc rassurez-vous. Ce ne sera pas sur les EHPAD et on sera loin le cœur de la tempête et de l'œil du cyclone. Bon, moi, en tant que DGCS, je serai très concerné aussi. Mais pour vous, peut-être que ce sera une forme de soulagement, enfin, ça entre parenthèses. Donc on partage l'analyse telle qu'elle a été présentée, évidemment, par Matière Grise. Moi, j'ai aussi des statistiques sous les yeux. On a raisonné, nous, en médiane plus qu'en moyenne. Ça resserre un peu les écarts, mais les éléments, je dirais, qualitatifs sont à peu près les mêmes. Moi, je suis frappé par les éléments de dispersion, quand même, qu'on puisse comprendre pourquoi il y a des écarts aussi importants entre types de structures. Est-ce qu'ils sont touchés différemment par les différents facteurs qui ont été évoqués. Et aussi, derrière de la médiane ou de la moyenne, il faut regarder la dispersion structure, enfin, catégorie de structure par catégorie de structure. Il y a des établissements qui sont dans une situation de taux d'occupation catastrophique. Dans le privé commercial, moi j'ai un chiffre sous les yeux, il y a un tiers des établissements qui sont sous 85% de taux d'occupation. Je ne sais pas comment on fonctionne avec ces niveaux de taux d'occupation. Donc il y a vraiment un sujet. Je pense qu'on peut travailler sur les causes structurelles. Et ça pose évidemment la question de l'attractivité de cette solution. Moi, je pense qu'on a besoin d'établissements. C'est pour ça que je suis ravi d'avoir l'occasion d'en parler ici. Mais il faut sans doute, un peu facile à dire, un peu difficile à faire, mais réenchanter la solution EHPAD qui a un rôle crucial à jouer dans le mix de solutions en grand âge pour le futur. Merci. Alors pour réenchanter la solution EHPAD, est-ce que ça passe par la fusion des sections soins et dépendance et la modulation des tarifs hébergement? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. J'appelle à nous rejoindre Stéphane Corbin, Stéphane Rabuel, Marc Bourquin et Didier Sapie. Alors, je vais faire les présentations un peu plus formellement. Stéphane Corbin, vous êtes depuis peu directeur général des services du département de la Gironde, mais vous étiez jusqu'au 2 septembre, on peut dire ça, directeur général adjoint de la Seine-Saint-Denis, qui est l'un des 23 départements qui se sont portés volontaires pour l'expérimentation de fusion soins et dépendance. Stéphane Rabuel, vous êtes le directeur... Ah, Sylvain, mais oui, je suis désolée. Ça commence bien. Sylvain Rabuel, vous êtes le directeur général du groupe Domus Vie, ça c'est vrai. Marc Bourquin, vous êtes conseiller stratégique de la Fédération hospitalière de France, la FHF, et Didier Sapie, vous êtes le directeur de la Fédération nationale Avenir et Qualité de vie des personnes âgées, la FNACPA. Alors, lors de cette table ronde, on va donc parler de 2 sujets, la fusion des sections soins et dépendance et la possibilité de modulation du tarif hébergement. On va commencer par le premier sujet avec vous, Stéphane Corbin. Je le disais, le département de la Seine-Saint-Denis est l'un des départements qui s'est porté candidat pour laisser la main à l'ARS, parce que c'est ça que ça veut dire pour vous, la fusion des sections. Pourquoi ce choix et comment ça se prépare dans les services, sachant qu'il manque quand même un texte réglementaire pour désigner les départements qui effectivement vont expérimenter. Ça se trouve, vous ne serez pas dedans, enfin la Seine-Saint-Denis ne sera pas dedans, on ne sait pas. Et Monsieur Dujol, peut-être, on ne sait pas. Et voilà, donc il y a encore beaucoup d'éléments réglementaires qui manquent, mais déjà, comment ça se passait en Seine-Saint-Denis quand vous étiez encore ? Oui,
Effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes, mais Jean-Benoît Dujol y a fait référence. En l'absence de ministre, c'est compliqué d'avoir des réponses. Et nous l'avions d'ailleurs mis dans notre candidature. Il y avait dans le texte de loi à la fois des éléments assez précis sur l'objectif, j'y reviendrai, mais aussi besoin de clarifier différents éléments. Pour les départements, bien sûr, notamment sur la recette qui serait reprise à l'occasion de ce transfert. Peut-être aussi d'ailleurs pour les ARS avec qui nous avions eu des échanges et qui étaient évidemment qui avaient besoin aussi d'être rassurés sur la charge que représentait cette nouvelle activité, les méthodologies de tarification, j'y reviendrai. Les établissements, je pense que vous y reviendrez parce que les choses ne sont pas totalement neutres, mais aussi pour les personnes concernées, puisque c'est un nouveau modèle de calcul, finalement, de la participation sur la partie dépendance des personnes. Et puis, au bout des échanges que nous avions pu avoir avec le cabinet de la ministre, il y a eu la dissolution et la gestion des affaires courantes, et donc une difficulté à avoir toutes les réponses. Peut-être quand même quelques mots. Alors, pour introduire notre arrivée sur cette scène, vous indiquiez réenchanter le modèle par la tarification. Je ne suis pas sûr qu'on réenchante le modèle par notamment la fusion des sections. Pour autant, c'est une mesure, et je crois, qui faisait consensus au moment du débat lié à la mission de Dominique Libault, qui était à la fois un gage de simplification potentielle et de réassurance pour les établissements sur finalement l'équation et ce qu'ils pouvaient attendre du financement. Le gouvernement a fait le choix de permettre cette fusion des sections par expérimentation. Et en le limitant dans la loi, peut-être que l'explication vient plus d'ailleurs du ministère du Budget que du ministère de la Santé, mais de Monsieur le limiter, Dujol, sur l'expérimentation, de le limiter à 20 départements. Non, le choix a été fait de prendre le parti de l'expérimentation. C'était aussi une demande des départements, en réalité, d'avoir une solution un peu équilibrée qui n'engage pas complètement l'avenir, qu'on se laisse le temps de vérifier que ça fonctionne. Et on a évidemment dit oui à cette proposition. Sur le caractère expérimental, c'est à la fois effectivement une méthodologie qui a parfois fait ses preuves, qui peut aussi créer encore de l'incertitude, puisque qui dit expérimentation, en plus dans la loi il est bien précisé la durée de cette expérimentation, ça veut dire qu'il y a possiblement un retour en arrière. Et que la période, je pense, vise plutôt à créer des facteurs de stabilité sur les financements publics que d'être sur des allers-retours. Et puis l'autre élément, qui montre aussi d'ailleurs la complexité de la tarification, puisqu'elle n'est pas liée seulement à 3 sections tarifaires, elle est aussi liée à certains principes qui fondent la tarification, dont celui du domicile de secours, qui fait qu'en vérité, lorsque vous rentrez dans l'expérimentation, vous rentrez dans l'expérimentation pour les établissements qui sont sur votre territoire, pour un département, mais vous rentrez aussi dans l'expérimentation pour des territoires qui accueillent des personnes relevant du département qui est le vôtre et qui crée en fait une interdépendance en quelque sorte entre les territoires et qu'il conviendrait là aussi, sûrement dans la phase d'expérimentation, de bien donner la trajectoire. Je le dis d'autant plus qu'un département comme la Seine-Saint-Denis, qui a fait ce choix-là, a 40% de ses personnes qui relèvent de sa compétence, qui sont dans un étabbissement à l'extérieur de la Seine-Saint-Denis, qui est relatif à l'interdépendance finalement des territoires en Île-de-France. Et la Seine-Saint-Denis était le seul territoire à s'engager dans cette démarche-là. Donc il me semble que ça peut complexifier les choses. Et puis, juste pour finir sur cet élément-là, on reviendra sûrement sur ce qui constitue aujourd'hui le modèle de tarification et pour les départements l'impact justement de la crise de ce modèle et de la nécessité d'accompagner plus fortement
les établissements par rapport à l'augmentation des charges des établissements, mais on voit bien que à travers la fusion des sections, on ne règle pas tout pour les établissements. Je pense notamment à des précisions qui pourraient être apportées sur l'évolution de l'équation tarifaire, et notamment avec un élément qui reste, me semble-t-il, à clarifier, c'est sur la valeur du point GIR, puisque nous passons effectivement d'une valeur de point GIR départementale avec toutes les inégalités de ce modèle-là, qui part d'une histoire, qui part aussi d'une réalité propre à chaque territoire, à une évolution qui se ferait sûrement, mais Jean-Benoît le précisera peut-être, vers plus de convergence. Alors si c'est une convergence par le haut, évidemment, il y aura moins de mécontents, mais pour d'autres territoires, ça peut aussi vouloir dire qu'il n'y a pas forcément d'accompagnement tarifaire d'une année sur l'autre, avec une fixation de ce point qui est important. Je le disais, ce n'est pas tout à fait anecdotique, c'est aussi l'impact pour les personnes elles-mêmes, puisque aujourd'hui, vous avez un un ticket modérateur qui est à la charge des personnes, et selon les départements, le montant de ce ticket modérateur n'est pas le même. Entre la Seine-Saint-Denis et la Gironde, il y a un écart de 50 centimes par jour, mais dans certains départements, l'écart est plus important. Soit là, on choisit, puisque dans le modèle tarifaire qui est retenu, c'est un montant forfaitaire qui, je crois, est fixé nationalement, je regarde Jean-Benoît pour m'en assurer, soit il est effectivement fixé sur le montant le plus bas des départements, auquel cas il n'y a pas d'impact pour les personnes, en tous les cas pour les futurs résidents qui pourraient voir sa facture augmenter. Si ce n'est pas le cas, et notamment si c'est le plus faible, le montant le plus faible, je pense que le PDG de Domusvie demandera mais comment tout cela est effectivement compensé. Donc il y a effectivement beaucoup d'incertitudes. Il y avait les incertitudes, je vous le disais, sur les recettes. Nous devions avoir des réponses au cours de l'été, avec la sortie d'un décret qui concernait précisément justement le fonctionnement de ce modèle-là, puisque c'est un dernier élément que je mets en évidence, c'est que, je le dis aussi pour nos collègues et amis des ARS, c'est que dans les tarifs dépendance, pour éviter des sursauts potentiels pour les résidents, il est préférable de fixer la tarification et les dotations globales de dépendance au mois de décembre pour que les premiers versements puissent se faire dès janvier sur un tarif stabilisé, ce qui n'est pas toujours les habitudes de tarification, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça pourrait avoir des impacts. Merci, Monsieur Corbin. Vous avez vraiment balayé l'ensemble des questionnements qui restent sur ce sujet-là. Avant de donner la parole à Monsieur Dujeul, Sylvain Rabuel, comment vous allez être impacté, vous, chez Domusvie, par cette future réforme? En gros, combien d'établissements vont être concernés à vue de nez, puisque pour l'instant, rien n'est sûr, comme l'a dit Stéphane Corbin. Et puis, de manière générale, comment Domusvie se prépare et comment Domusvie appréhende cette future réforme? D'abord, merci de m'avoir invité à cette table ronde et à ce débat en si honorable assistance et assemblée. Surtout après avoir entendu la matinée, je ne sais pas si tout le monde était là ce matin, mais qui était faite de constats assez désabusés sur les problèmes et l'absence de solutions. Or, je trouve que les deux sujets dont on va parler sont des pistes de solutions avec un potentiel de transformation très profond de nos métiers. Donc c'est assez paradoxal d'être à un moment avec un sentiment de blocage depuis de nombreuses années dans la profession, alors même qu'on a sur la table deux projets très transformants. Et ce n'est pas ce qu'on ressentait ce matin. Et je suis très heureux de représenter le secteur privé qui, je crois, a toute sa place. Qui a été un petit peu attaqué. Oui, de façon assez inexplicable. Mais je suis très heureux de pouvoir dialoguer avec mes collègues, en particulier du secteur public, parce que c'est tous ensemble qu'on va trouver des solutions. On a tous les mêmes problèmes, on fait le même métier. Donc, c'est ensemble qu'on va trouver des solutions. Alors, pour ce qui est de Domus, j'ai dit rapidement que le projet de fusion des sections soins dépendants, ça me semble être d'ores et déjà
un projet de réforme, je ne sais pas comment on doit l'appeler, une expérimentation très positive parce que, et vous l'avez dit, mais à mon avis pas assez, ça va changer la vie des personnes âgées et de leurs familles en simplifiant la compréhension des prix, en simplifiant la compréhension des factures, en rendant aussi les prix plus comparables entre établissements d'un même département dans l'immédiat. Et donc, l'offre, dans son ensemble, va gagner en transparence et en lisibilité. Or, on sait que c'est un des freins majeurs aujourd'hui de sa compréhension, de sa perception, c'est que c'est incompréhensible. Et là, mais je parle sous le contrôle, évidemment, de l'administration, parce qu'on est un peu en train de tâtonner, mais ma compréhension, c'est que, effectivement, la question du département hors département disparaît ou va disparaître. La question de l'appât en fonction des ressources va disparaître. La question de l'évolution du GIR va disparaître également. Donc on a un maquis qui est en train potentiellement d'être totalement supprimé. Et le premier avantage, ça va être une fois de plus pour le public utilisateur de ces services. Et le deuxième avantage, ça va être pour nous, les professionnels de ce métier-là. Si ça simplifie les choses pour nos personnes âgées et nos familles, ça va les simplifier pour nous, les acteurs de ce métier-là. Donc toutes les équipes qui font de la facturation en établissement vont voir leur vie largement simplifiée par cette réforme, avec pour l'aspect plus économique une prévisibilité du chiffre d'affaires dépendance normalement bien meilleure qu'auparavant, ce qui n'est pas négligeable, alors même que, une fois de plus, le modèle économique de notre profession est fragilisé. Donc, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, il y a, à mon sens, des gains très très forts. En revanche, est-ce que cette réforme-là, telle que je la comprends aujourd'hui, va apporter une solution au sous-financement structurel de la profession? Je ne crois pas. Mais est-ce qu'elle le peut? Oui. Et là, Valérie, il faut me laisser terminer, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle le peut ou est-ce qu'elle le pourrait? Oui. Vous avez signalé à juste titre la question de l'inéquité territoriale, puisqu'on garde le point GIR départemental, ce qui est difficile à comprendre aujourd'hui, ce qui deviendra alors carrément incompréhensible demain dans les sections fusionnées, d'autant plus qu'on va avoir une convergence du ticket modérateur. Alors, le ticket modérateur, il va être national, et le point GIR, il va rester départemental, et on ne sait pas comment il va évoluer. Donc là, on est sur quelque chose qui doit être amélioré, mais c'est là la vertu, je trouve, de la logique d'expérimentation, c'est qu'on peut faire grandir cette réforme. Si on part tous dans cet état d'esprit-là, et là, il y a un sujet d'amélioration, et le deuxième sujet, et qui serait vraiment un angle mort et une occasion manquée, c'est la modernisation des sections soins dépendants, c'est-à-dire le contenu. On en a régulièrement parlé, et tout le monde le sait. Ce qui est couvert par les sections soins dépendance date d'il y a 25 ans. Et la crise du modèle économique des EHPAD, elle vient de là. C'est que le public, il a 25 ans de plus, les métiers couverts par les dotations soins, 25 ans de moins. Le ciseau, il est là. Et en plus, vous rajoutez le Covid, l'inflation, tout ce que vous voulez. Mais on a un problème qui est ici, c'est qu'on a un financement qui est déphasé par rapport au public. Bon. Avec la fusion des sections soins dépendance, il y a une plateforme formidable pour accueillir une modernisation des sections soins dépendance. Si on ne le fait pas, tous autant qu'on est, l'administration, le financeur, les opérateurs publics-privés, on est des nouilles. Alors, parce que là, on a un véhicule pour le faire, et c'est évidemment ce qui manque pour l'instant, mais j'ai toute confiance dans notre intelligence collective pour, dans les 4 ans qui viennent, le faire. Et là, on aura une révolution. Merci Sylvain Rabel. Vous répondrez à la question serons-nous des nouilles après. Je laisse la parole à Marc Bourquin pour la Fédération hospitalière de France. D'ailleurs, pardon, vous n'avez pas répondu à la question. Ça représente combien d'établissements de Alors, chez Domusvie, ça devrait concerner, sur la base des 23 départements dont on entend lui parler, mais dont on ne sait pas s'il y en a 23, 38 établissements sur 260 établissements en France. D'accord, donc c'est pas beaucoup.
Oui, Enfin, on ne sait pas. c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Voilà. Là, pour la peine, nous, on n'est pas décisionnaire. Oui, bien sûr. On Non, mais suit, ça donne une bonne, on suit la marche des affaires. Ça donne une bonne idée, un ordre de grandeur. À la FHF, est-ce que vous avez cette estimation, vous ? Écoutez, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir permis de participer à cette table ronde. Écoutez, moi, je n'ai pas d'estimation très précise. Simplement, ça représente à peu près un quart du territoire national. Ça devrait représenter à peu près 500 EHPAD publics. Mais c'est une estimation grossière. Oui, mais oui. Ça devrait être un quart. Après, il n'y a pas énormément de suspense du point de vue de la FHF. Cette expérimentation est un compromis. Nous l'avons pris comme tel. Notre position, c'est qu'il faut aller le plus vite possible vers la généralisation. Stéphane Corbin l'a dit, le seul élément de complexité, c'est celui du domicile de secours. Mais si demain, la fusion concerne l'ensemble des départements, cette difficulté n'existera plus. Mais moi, je voudrais insister sur vraiment deux aspects fondamentaux. Il y a celui de la simplicité. Il faudrait rappeler quand même le fondement de cette affaire-là. Qui peut sincèrement dire qu'on peut distinguer dans le travail d'une aide-soignante ce qui relève de la dépendance et du soin ? Le problème premier est quand même là, c'est que c'est absurde. Donc il faut mettre fin à cette absurdité qui a fait perdre des années, des milliers de réunions inutiles, des emplois pas créés, etc., au détriment des usagers. Il faut y mettre fin le plus vite possible. Et donc, si les parlementaires pouvaient accélérer, voire généraliser le plus tôt possible, ça serait formidable. Mais il n'y a pas que la simplicité, il y a aussi la question de l'équité. On a parlé du fait que les tarifs, les valeurs de points étaient très variables. Je rappelle, de 1 à 2, la variation. Mais ce n'est pas que ça. Cette année, sur l'ensemble du territoire national, les tarifs soins évoluent de la même manière à quelques tout petits écarts près. Les tarifs dépendance, leur évolution varie de 1 à 10. Et c'est à cette inégalité de traitement pour les établissements et donc pour les résidents que la fusion permettra de mettre fin. Puisque quand même, les résidents qui sont dans les EHPAD, ils ont cotisé de la même manière. Ils payent de la CSG de la même manière. Alors pourquoi il y a cette inégalité de traitement ? Donc, il y a effectivement une accélération à avoir. Et dernier point, puis je vous laisse poser éventuellement une autre question. Évidemment que ce que ça ne traite pas, c'est la question de ce qui relève de l'accompagnement de la perte d'autonomie et ce qui relève du gîte et du couvert. Dans un EHPAD, il y a forcément un groupe électrogène. Dans un hôtel, il n'y a pas de groupe électrogène. Il y a un travail de nutrition, diététicienne, etc. Il faut vraiment qu'il y en ait un travail. Alors évidemment, il y a des enjeux financiers derrière, mais pour dire que tout ce qui relève de la perte d'autonomie des personnes doit relever de la solidarité nationale. Et ça, c'est un travail qui reste à faire devant nous, mais collectivement, on peut avancer, je pense, si on le veut, puisque maintenant, si la fusion se généralise, on aura enfin une situation maîtrisable pour aller dans ce sens-là. Merci Marc Bourquin. Didier Sapie, vous êtes un peu plus, vous étiez un peu plus critique au moment quand on a su que cette réforme allait se mettre en place. Et maintenant, vous êtes toujours aussi critique ou est-ce que vous êtes rangé ? J'étais pas trop critique sur celle-ci. Non, je suis critique sur le fait qu'il ne faut pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Quand même, vous êtes un peu critique. Je suis ravi de l'enthousiasme de M. Rabuel, qui est réjouissant. Et j'espère qu'il a raison. Mais je n'étais pas critique là-dessus. J'étais critique sur ce que vient de dire Marc, non pas sur ce que vient de dire Marc. C'est-à-dire que je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Il va falloir mettre tout ça dans l'ordre. Il ne faut pas nous faire prendre ça pour une réforme de la tarification. C'est quand on nous dit c'est une réforme de la tarification, je dis non, ça n'est pas une réforme de la tarification, c'est un moyen constant. À ce stade-là, c'est un moyen constant. Probablement que c'est un texte qui porte en lui les germes de ce que pourrait être une réforme de la tarification, qu'on pourrait en faire quelque chose pour résoudre nos problèmes structurels, mais ça ne résout pas nos problèmes structurels.
Nos problèmes structurels, ils sont surtout, mais on y reviendra après, sur la question de l'hébergement et sur ce que vient de dire Marc, sur le gîte le couvert d'un côté, le soin de l'autre, et comment tout ça est structuré, organisé. Là, on est sur une réforme, une petite réforme, par petites touches, qui permet de la simplification. Et de ce point de vue-là, nous, on a toujours été favorables à cette simplification. Ce n'est pas un choc de simplification, il ne faut pas exagérer non plus, mais c'est une démarche qui tente à simplifier. Il y a quelques détails techniques à régler, on l'a vu, mais sinon je partage moi certains points positifs sur cet aspect-là, mais on est sur 35% de nos budgets, pas sur, je dirais, le principal, c'est les 65% autres. C'est là-dessus qu'il va falloir. Mais les deux sont évidemment étroitement liés. Et sur fusion, la fusion, quels sont les points de vigilance que vous mettriez en avant? Comme on a M. Dujol avec nous, c'est l'occasion. Non, mais moi, je ne vais pas revenir, parce que je vois bien que dans cette réforme, il y a quand même un petit jeu d'influence entre départements et État sur qui va gérer le bidule. Et nous, on est un peu au milieu à compter les points. Donc, je me méfie un petit peu de ça. J'ai le sentiment que voilà, il y a la question de la gouvernance qui se joue aussi. Et je ne sais pas, moi, aujourd'hui, nous, on n'a pas de position à la FNACPA sur la gouvernance tout ARS ou tout département. On est plutôt pour le statu quo parce qu'on voit bien que les finances publiques, qu'elles soient nationales ou départementales, ne sont pas aujourd'hui très dynamiques pour nous aider. Donc dans ces réformes-là, il va bien falloir que tout le monde y mette du sien. Mais il faut d'abord effectivement redéfinir la mission, redéfinir ensuite le périmètre de chacun des financeurs, à commencer par le résident lui-même. Là, en l'occurrence, on va lui simplifier un peu la vie, comme l'a dit M. Rabuel. Ça, c'est très bien. Il faut aller plus loin. Une expérimentation de 5 ans avec 20 départements, et puis Stéphane Corbin l'a dit, moi, là, il y a une des difficultés, c'est le retour en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Ce n'est pas une expérimentation qui permettra de revenir en arrière. Donc il n'y a pas de retour possible derrière. Enfin, ça me paraîtrait très compliqué. Donc soit, qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas? Comment on dit que ça marche ou que ça ne marche pas d'ailleurs? Comment on évalue, comment on dit que ça marche ou ça ne marche pas? Donc 5 ans, c'est beaucoup trop long, parce que je pense qu'à un moment donné, il va falloir clarifier tout ça au niveau national. Alors, vous avez beaucoup de travail, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés. Est-ce que vous vous rappelez de tout, ou est-ce que je vous fais un petit récap? Je vais essayer de répondre quand même aux questions qui ont été évoquées. Allez-y. On a beaucoup de travail. D'ailleurs, je tiens à dire, on a travaillé tout l'été. Certes, on est en affaires courantes, mais on n'a pas levé le stylo pour autant. Et on est tous mobilisés au sein de l'administration, la DGSS en particulier, mais tout le ministère, pour permettre au 1er janvier 2025 la bascule dans le nouveau système. Alors c'est une expérimentation, ça a été dit, et ça correspond, je l'ai mentionné en une phrase tout à l'heure, à une position de compromis, notamment avec les départements. Je ne sais pas si c'est un jeu d'influence pour savoir qui pilotera demain l'ensemble du secteur. En tout cas, nous, ce n'est pas notre objectif. L'objectif, c'est de trouver des modalités de financement qui soient adéquates à la difficulté et aux défis qu'on a à relever, c'est-à-dire la prise en charge et en soins et l'accompagnement des personnes. Et c'est vrai que c'était devenu absurde, ce jeu d'imputation comptable sur l'une ou l'autre des sections, alors qu'en réalité, surtout depuis 25 ans, à juste titre, on a vu l'évolution aussi des profils accueillis, ça n'avait plus de sens de distinguer les deux. Donc on a ce compromis qui est une expérimentation, et nous, on s'efforce d'être loyal dans le déploiement de ce compromis. Donc on veut sincèrement mesurer les effets, la pertinence en matière de simplification, d'amélioration de la prise en charge, etc., sans se cacher sur notre intuition. L'intuition que c'est une bonne réforme et qu'elle a vocation à être généralisée. En tout cas, c'est comme ça que nous on aborde le sujet. Et si l'expérimentation nous prouve que ce n'est pas le cas, effectivement, il faudra sans doute revenir en arrière. On ne pourra pas rester au milieu du gué, ça c'est un point important. On ne pourra pas faire coexister des départements en fusionné, des départements non fusionnés. Ça, on ne peut le faire que pendant le temps de l'expérimentation. Et dans la mesure où c'était un compromis, on aurait pu croire et craindre qu'on aurait peu de candidats. Les premières semaines de l'année, je me suis dit ça allait peut-être être plus compliqué que prévu. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On a eu un nombre très substantiel de candidats, donc 23 ou 26, ça dépend comment on compte, si on est libéraux par rapport à la date des faits. Certains ont candidaté hors délai, ce qui ne me paraît pas dramatique à titre personnel. Mais en disant qu'on a 26 candidatures fermes, entre 23 et 26, pour le dire comme ça. Et c'est beaucoup, c'est un quart des départements. Ça prouve que les départements, loin de penser que c'est une simple lutte d'influence, y voient un intérêt, y compris pour la prise en charge et la prise en soin de leurs administrés sur le territoire. Et nous, on veut être à la hauteur de cette confiance, au moins qui nous est faite
en première intention. Donc, des départements qui veulent y aller, et à tel point qu'on est au-dessus de la limite qu'on avait fixée de 20 départements, et qu'il va falloir qu'on se pose la question dans le PLFSS à venir, de savoir si, évidemment, on en prend 23, on en prend 26, et qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui voudraient demain candidater? Est-ce qu'on remonte à 40, à 50 départements la possibilité de candidater? Ça, c'est un point qui n'est pas tranché, mais qui méritera et qui sera en tout cas à trancher et à discuter lors du PLFSS. C'est une bonne réforme parce qu'elle a les effets qui ont été décrits par les uns et par les autres, et même si beaucoup de choses restent à préciser dans le cadre du décret, la loi disait aussi un certain nombre de choses, et l'étude d'impact de la loi disait un certain nombre de choses. Et un point qui je voulais clarifier tout de suite, et qui me paraît aller dans le sens de la réforme, c'est la question de la convergence tarifaire. Il y a bien un objectif de convergence tarifaire qui devrait intervenir dans une large mesure dès 2025. C'est comme ça que nous, on a construit on ne va pas s'aligner sur le plus haut niveau des points à agir de France, mais on va aller assez loin dans la hiérarchie des niveaux des points à agir de France. Donc, sauf les plus hauts ne verront pas leur valeur de points à agir évoluer, mais un nombre important de départements candidats verront leur niveau de points à agir évoluer à la hausse. Et ça, c'est un coût qui a été chiffré et qui est intégré provisoirement, en attendant les arbitrages, dans la trajectoire prévisionnelle 2025 de l'objectif général de dépenses de la CNSA. C'est quoi le coût? C'est 3/4. Nous, notre hypothèse technique, c'est le 3e quartile des points GIR de France. Et ça a 2 effets. Ça a un effet en statique. Ça va relever pour les 3/4 des départements, en moyenne, le niveau de points GIR. Et ça a un effet en dynamique. Parce que demain, on est intégré dans l'objectif général de dépenses. Vous l'avez dit, Marc l'a dit, on a un grand différentiel aujourd'hui de progression des taux. Demain, ce sera le même taux de progression pour tout le monde, modulo des éléments de convergence qu'on voudra encore réaffirmer. Donc ça va tout changer en statique et en dynamique. Donc c'est une bonne réforme pour les établissements et ce n'est pas une réforme à moyens constants. J'aimerais bien, ça simplifierait ma discussion avec la DSS et la direction du budget, mais ce n'est pas le cas. C'est un moyen constant pour les établissements? Ah non, ça va renforcer les moyens des établissements. Oui, à terme, ça va renforcer un petit peu les moyens des établissements, mais pour l'instant, c'est à périmètre de charge constante. C'est un périmètre de charge constante, c'est un point très important, et pour le coup, on a l'occasion d'en discuter les uns et les autres. Moi, je suis très ouvert que dans ce nouveau cadre, on puisse rediscuter de savoir ce qui s'impute sur quoi. On a d'ailleurs déjà fait un pré-mouvement dans ce sens-là, puisque certes, c'est modeste, et ça reste encore à traduire de manière très opérationnelle, mais la loi a bien vieillir. On n'a pas parlé de la loi grand âge encore, je suis un peu déçu, mais on a la petite loi grand âge du mois d'avril dernier. Elle nous a permis de faire un pas dans cette direction en permettant l'imputation sur la section soins des dépenses de prévention. Alors, il faut savoir ce que ça veut dire, il faut qu'on prenne le texte, il faut qu'on discute, mais c'est déjà un signe dans cette direction. Il y a un pied dans la porte. Il y a un pied dans la porte. Et non, on ne mettra pas tout sur la section soins. Il y a une partie qui relève incontestablement de la section hébergement. Il y a des enjeux de finances publiques qui nous interdisent de toute façon de déplacer des masses trop importantes d'un côté ou de l'autre. Mais ce débat, c'est un bon débat, c'est un débat légitime, et nous, on est prêt à l'avoir avec les représentants du secteur. Mais c'est pas un peu dommage de ne pas le faire avant, de ficeler la réforme avec ce débat-là aussi? Non, au contraire, ce sera plus simple de le faire une fois qu'on n'aura plus que 2 sections et pas 3 sections. D'accord. Sur le domicile de secours? Sur le domicile de secours, effectivement, il y a une phase transitoire un peu compliquée. On a prévu le cas, selon qu'on est département exportateur ou importateur de personnes et que le département il est fusionné et pas fusionné. On a plutôt résolu le problème au bénéfice des départements et sans incidence pour les intéressés. D'accord, tout va bien. Tout va bien. Et quand est-ce que le texte sera publié? Ce sont des décrets en Conseil d'État pour une partie d'entre eux. Est-ce qu'il est au Conseil d'État, le décret? Il est sur le chemin du Conseil d'État. Donc c'est pas tout de suite en fait. Est-ce que l'expérimentation pourra commencer le 1er janvier 2025? Nous, on fait tout pour ça. D'ailleurs, je tiens à remercier les départements et les établissements parce qu'on a beaucoup travaillé tout l'été. Je l'ai dit, on a envoyé une enquête très complète auprès des 23 et même des 26 départements candidats. On a récupéré une quantité de données qu'on traite. Notre objectif, c'est le 1er janvier 2025 dans les meilleures conditions possibles, ce qui suppose un minimum d'anticipation pour les autorités de tarification concernées, notamment les ARS. Donc, c'est un débat, c'est des délais qui sont très tendus. Ça reste notre objectif et je pense qu'on peut le tenir. Ok. Alors, on va passer au deuxième sujet. Didier Sapie, c'est à vous que je passe la parole. Donc, la modulation rendue possible, pas encore effective, mais rendue possible par la loi, justement, pas la grande loi, pas la loi grand âge, la grande loi grand âge, mais la petite loi grand âge, de moduler les tarifs hébergement pour les structures habilitées à l'aide sociale. Donc sur ce sujet-là, vous n'êtes pas d'accord. Là, j'ai raison. Ah, mais vous faites des résumés, des raccourcis. C'est pas d'accord ou pas d'accord. C'est plus compliqué que ça. C'est plus complexe que ça.
Non, ce n'est pas le fait de contester, c'est le fait d'alerter sur des impacts potentiels de cette réforme et de ce dispositif. Il y a plusieurs questions qui se posent et je suis assez partagé sur le sujet et on est assez partagé sur le sujet parce que quand vous avez des adhérents qui vous disent « si je ne le fais pas, je meurs », vous ne pouvez pas leur dire « c'est pas bien de le faire ». J'ai pas le choix. Donc forcément, je dois avouer que je pense que c'est un palliatif à des problèmes structurels de financement du secteur. Sylvain le disait, c'est 25 ans que ce dispositif tarifaire existe. C'est trop vieux, il doit être réformé. Marc l'a dit, comment il doit être réformé, en revenant sur cette logique de gîte couvert pour les personnes âgées elles-mêmes. On est sur un palliatif, comme ça l'est sur les fonds d'urgence. Voilà, on est sous perfusion et on met sous perfusion le secteur avec des dispositifs qui portent en eux là des germes qui peuvent être problématiques par rapport, par exemple, à ce qu'a expliqué Luc sur les taux d'occupation et les causes de ces taux d'occupation. Parce que là, on va avoir effectivement, au-delà de l'aspect éthique, qui est de savoir si les ressauts tarifaires qu'on va avoir font qu'un EHPAD, ça peut, la prestation d'un EHPAD, est-ce que ça vaut 100 euros, 130 euros, 150 euros? Ça, c'est une vraie question. Au-delà de la question éthique, qui est de savoir si on préfère tarification différenciée ou solvabilisation différenciée, ce qui est plutôt notre position de départ. On aurait préféré solvabilisation différenciée. La nuance, elle est assez importante, même si elle peut paraître ténue à court terme. Et donc, notre problématique majeure aujourd'hui, c'est effectivement, je le dis depuis longtemps et je l'ai dit l'année dernière déjà, vous allez croire que je radote, c'est le problème de l'hébergement. La clé aujourd'hui, c'est l'hébergement. Le juge de paix, c'est le tarif, c'est le prix de journée. Et on voit les effets de ciseaux dont on a parlé à cause de l'inflation, à cause des taux d'occupation ou tout ce que vous voulez. L'effet de ciseaux, il est là. C'est très simple. Un EHPAD, en moyenne en France, grosso modo, 1 euro par jour et par résident, c'est 30 000 euros. Je schématise, c'est une moyenne, mais les directeurs d'EHPAD s'y retrouveront à peu près. Certains vont être à 27 000, d'autres à 33 000, mais ils vont s'y retrouver à peu près. Donc 1 euro par jour et par résident, c'est 30 000 euros. Voilà. Quand vous avez une augmentation de 2% d'un tarif de 70 euros, vous avez 1,40 € d'augmentation. Ça ne fait pas beaucoup de budget. Donc évidemment, on ne s'en sort pas, surtout quand vous avez en face 200 000 euros d'augmentation des coûts d'énergie, 200 000 euros d'augmentation des coûts d'intérim, par exemple, et ça, c'est des cas concrets, et vous vous retrouvez avec des augmentations, ça veut dire 10, 12 euros d'augmentation du prix de journée. Quand vous avez 1,40 € de recettes en plus et 12 euros de dépenses en plus, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, moi je ne suis pas matheux, mais je vois à peu près que ça ne marche pas. C'est assez simple de voir que ça ne fonctionne pas. Et donc, par rapport à ce phénomène-là, la seule réponse qu'on ait trouvée en l'absence d'une réforme de la tarification structurelle, c'est des palliatifs. Le palliatif ici, c'est faire payer les vieux. Voilà, donc on fait payer les vieux qui peuvent payer plus. Et puisqu'ils peuvent payer plus, on fait payer les vieux plus. Sur le principe, sur le long terme, on va avoir cette problématique de différence tarifaire très importante et de ressaut tarifaire très important entre les résidents qui peut poser problème. Il peut y avoir d'autres impacts dans l'associatif, il peut y avoir des impacts fiscaux, il va y avoir des impacts. On est sur une tendance avec les départements qui sont exsangues financièrement sur une habilitation aide sociale partielle. On va vers l'habilitation aide sociale partielle. La convention d'aide sociale qui est généralisée par le texte de loi, là aussi, vous n'avez pas de non-retour possible. Il faut bien réfléchir. Vous avez toujours dans la convention d'aide sociale une clause qui vous dit qu'on peut mettre fin au dispositif de manière contractuelle. Une convention, c'est un contrat, on peut mettre fin au dispositif. Si on met fin au dispositif, qu'est-ce qui se passe? Ça, la convention, elle doit le dire. La convention, regardez vos conventions d'aide sociale, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent on revient au tarif aide sociale départemental moyen. Donc du jour au lendemain, paf, on va perdre 200 000 euros si jamais on met fin à la convention. Donc il n'y a pas de retour possible parce que le retour, il serait catastrophique sur le plan économique.
Et donc, à défaut d'une vraie réforme de la tarification, et il y aura des transferts de charges, il faudra qu'il y ait des transferts de charges, c'est pas possible autrement. Marc le disait aujourd'hui, est-ce qu'il est normal qu'un directeur soit payé que par la personne âgée? Est-ce qu'il est normal que tout un tas de charges, les mètres carrés, soient payés que par la personne âgée, etc., etc. Il y a un moment, il faudra se mettre autour de la table pour savoir qui paye quoi. Ça, c'est une évidence. En attendant, je ne peux pas dire à mes adhérents que c'est un mauvais dispositif, et s'il leur sauve la vie à court terme, mais peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais pas beaucoup plus. Parce que ce qu'on ne réforme pas, on parlait de la tarification qui a 25 ans, l'aide sociale à l'hébergement, c'est un dispositif qui date, je crois, de 1953. Ça fait un peu plus de 25 ans. Donc ça fait 70 ans, plus de 70 ans. Il y a 70 ans, le contexte n'était pas tout à fait le même en termes de vieillissement de la population, de démographie et d'accompagnement des personnes âgées. Donc c'est à défaut de réformer ça qu'on met en place des palliatifs qui sont malheureusement indispensables à court terme par rapport à la situation des établissements. Marc Bourquin, est-ce que vous partagez cet avis? Vous étiez, vous, une des personnes qui réclamiez vraiment le dispositif. Est-ce que vous avez les mêmes... Non, mais je crois que Didier a dit beaucoup de choses que je partage. Il a dit beaucoup de choses, tout à fait. Non, mais il a dit beaucoup de choses que je partage. Oui, on souhaiterait que les dispositifs d'accompagnement, et il y a des choses très intéressantes dans le rapport de Mme Pires-Bonne, qui est quand même une somme. Je ne sais pas si tout le monde l'a lu. C'est le cas de le dire, c'est une somme. Pas si cher que ça. Enfin bon, on peut en discuter. C'est trop cher, ça veut dire. Bon, voilà. Il faudrait mieux moduler l'accompagnement, le financement des usagers. Mais en attendant, on garde ça. Voilà, la question, ça a été dit, de ce qui relève de la solidarité. Mais ici et maintenant, nos établissements sont menacés de mort. Et ils sont menacés de mort parce qu'il y a des mécanismes de tarification de l'aide sociale qui font qu'on ne tient pas compte de l'accroissement des coûts. C'est un fait, on l'a documenté, je vous donne ce chiffre. On a fait une enquête récemment, on a dévoilé les éléments lors d'une conférence de presse la semaine dernière. La masse salariale des établissements publics, elle a augmenté autour de 25% depuis 2021. Les prix, on le sait, ont augmenté également de près de 20%. Les tarifs hébergement ont augmenté de 10%. Alors là aussi, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour voir que c'est le cœur du problème. Donc face à ça, moi je pense qu'il faut pouvoir différencier, et également parce que, et là peut-être on a un point un peu différent avec Didier, encore que je ne sais pas, mais ça ne me semble pas scandaleux qu'on tienne compte des capacités contributives des personnes qui ne sont pas à l'aide sociale. Voilà, ça je pense que c'est un point. On le fait dans les cantines scolaires, on le fait dans les crèches. Je pense que ce n'est pas radicalement illégitime. D'accord, merci. À condition qu'il y ait des garde-fous. Et dans le décret dont on attend instamment la sortie, il y a des garde-fous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les écarts soient trop importants. Il ne faut pas qu'il y ait des ressauts une fois que la personne est dans l'établissement. Et puis, il faut des garanties, je ne rentre pas dans le détail, mais on pourrait, pour s'assurer, parce que ça on y tient, parce que c'est notre ADN, que les personnes à l'aide sociale trouveront toujours des places et ne seront jamais discriminées. Le dispositif qui est dans la loi et qui est proposé dans le décret donne ces garanties. D'accord. Peut-être un petit mot de commentaire, Monsieur Rabel, comme vous n'êtes pas directement concerné, mais comme vous pratiquez déjà la modulation tarifaire. Alors, on est habitué à la modulation tarifaire, en tout cas à vendre nos prestations et des tarifications, mais par ailleurs, on est un opérateur de lits à l'aide sociale. De Musevie en France, on exploite plus de 2000 lits à l'aide sociale, soit partiellement et même totalement. On a plusieurs établissements qui sont totalement à l'aide sociale. Donc on n'est pas du tout en dehors du champ de cette réforme ou de ce projet-là, qu'on regarde donc attentivement. Il y a évidemment un côté positif. Moi, j'entends tout à fait ce que dit Marc sur le fait que ce n'est pas aberrant de moduler le prix qui est demandé en fonction des ressources. C'est juste. Là où je suis plus gêné
dans le cas de cette réflexion et de cette évolution, à la différence de la fusion des sections soins et dépendance, c'est que je trouve que, de facto, on organise un transfert de charges vers les personnes, alors qu'on sait bien que le gros du sujet, c'est quand même qu'est-ce qui ressort de l'hébergement, qu'est-ce qui ressort du soin de la dépendance. À la fois parce que, une fois de plus, ça date d'il y a 25 ans, et le public qu'on accueille dans nos établissements, il a totalement changé et qu'on n'a pas remis ça à jour, et que là, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, et que c'est ça qui crée le problème. Et c'est d'abord là-dedans qu'il y a du ménage à faire. Et donc, décider comme préalable d'en repasser plus aux personnes âgées et à leurs familles, ok, peut-être que c'est un palliatif de court terme, même si vendre plus cher, c'est pas facile. Et vous pouvez le dire. Je suis bien placé pour le savoir, donc je ne sais pas ce que vous allez pouvoir en retirer, c'est pas si facile. Mais là où je suis gêné, c'est qu'on passe d'abord ça avant quand même d'avoir ouvert le capot et essayer de moderniser le moteur. Merci. Mais une fois de plus, c'est pas un jeu à somme nulle. Donc, si c'est positif pour un certain nombre d'établissements et que ça les aide dans une situation actuellement dramatique, tant mieux. Nous-mêmes, là où on est à l'aide sociale, on va activer ces dispositifs, évidemment. Mais il ne faudrait pas que ce soit un pis-aller qui permette de passer par perte et profit le vrai sujet et qui soit repoussé de 5 ans encore, alors que c'est ça qui tue les établissements aujourd'hui. C'est l'écart entre le public et les ressources. Et effectivement, la définition du métier. Qu'est-ce qui est de l'hébergement, qu'est-ce qui est du soin. Et c'est ça dont on doit s'occuper collectivement, même si c'est progressivement, parce qu'effectivement, il y a la limite des finances publiques. Tout ne peut pas être socialisé, mais aujourd'hui, l'impasse, elle est là. Donc, il ne faut pas que ce palliatif nécessaire évite le sujet. Merci. Passez le micro à votre voisin. Il nous reste 2 minutes, donc très très rapidement. Et vous ne savez pas toujours faire très très rapidement, Stéphane Corbin. Donc très très rapidement, du côté des départements, comment on voit cette réforme ? On la voit, je viens d'un département, la Seine-Saint-Denis, qui la mettait en place, et j'arrive dans un département qui la met en place depuis le 1er janvier 2024, au sens où il y a effectivement des conventions d'aide sociale. Mais il y a un certain consensus finalement dans l'appréciation que l'on peut avoir de cette mesure, c'est que à la fois c'est un pied-aller parce qu'on voit bien qu'il y a une augmentation du coût de la section d'hébergement et qu'il faut trouver des solutions et de contenir en fait le tarif d'hébergement pour les établissements habilités à l'aide sociale devenait une véritable problématique. Donc il y a une ouverture qui donne un peu d'air aux établissements, mais avec un transfert de charges, vous venez de le dire, sur les personnes. Alors dans certains cas, évidemment, on peut se dire c'est effectivement normal que dans un établissement habilité à l'aide sociale, les personnes non habilitées, enfin non relevant de l'aide sociale, paient plus cher. Après, ce qu'il faut regarder, c'est le coût de la participation par rapport moyen, par rapport aux pensions moyennes de ces mêmes hébergés qui ne relèvent pas de l'aide sociale, puisqu'il n'y a pas 2 catégories de personnes en EHPAD. Il n'y a pas ceux qui relèvent de l'aide sociale et puis ceux qui ont 4 000 € de pension. Et donc, il y a ces écarts-là qu'il faut arriver à mesurer. C'est pour ça qu'il faut le faire avec une très grande progressivité. Moi, je regrette qu'on n'aille pas plus loin. Je sais que beaucoup de mesures du rapport de Christine Pires-Beaune coûtent peut-être un peu cher. Je pense notamment au crédit d'impôt, mais il y en avait aussi d'autres qui permettent d'une aide en progressivité, sur une sorte d'appât hébergement qui mériterait d'être vraiment exploré pour éviter ces effets-là. Et puis, ça vaut d'ailleurs pour les autres sections. C'est-à-dire qu'on vient trouver une solution, et encore une fois, plutôt positive pour maintenant. Mais comment on va faire sur les années futures, sachant que personne diagnostique d'une stagnation du coût des EHPAD, qu'on va avoir des facteurs qui risquent de continuer à évoluer. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de personnel en EHPAD, c'est des coûts supplémentaires, et ce n'est pas les résidents qui seront en capacité de les payer. Merci. Alors,
voilà, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un problème de reste à charge, déjà qu'on a un problème de reste à charge? Alors, je ne sais pas si on a un problème de reste à charge, on va pouvoir en discuter peut-être dans une seconde, mais un mot d'abord pour dire que les mesures que l'on prend, elles s'inscrivent dans un plan d'ensemble. J'espère avoir fait sentir à tout le monde qu'il y a une stratégie et qu'on agit de manière concertée sur les 3 sections en écho à l'analyse que l'on fait sur les causes structurelles du sous-financement, des difficultés de financement des EHPAD. Donc on a, je ne l'ai pas dit, mais j'en profite pour le dire, sur la section soins, on a des taux de reconduction cette année qui sont plus élevés que les autres années, 3% et peut-être plus pour l'année qui s'achève. Je ne parle pas de la prochaine, il faut que ça continue, bien sûr. Mais c'est pour ça que je ne peux pas m'engager sur la suite. Mais en tout cas, il y a quand même une volonté de faire remonter dans le taux, comme on dit trivialement, plus d'éléments pour assurer une forme de continuité et de stabilité du financement de la section soins. On a dégelé le tarif global, on ne l'a pas beaucoup dit, mais c'est une option tarifaire intéressante dont les structures se saisissent et qui est gage de meilleure qualité et de meilleure efficience aussi du système global, notamment quand on prend en compte aussi l'interaction avec le secteur sanitaire, donc c'est pareil très important. On fait la fusion des sections, c'est ce qu'on a dit, avec là aussi une dimension tarifaire positive et une dynamique plus importante des financements pour les structures. Et puis on fait cette mesure sur la section hébergement parce qu'on fait le constat qu'on a une section hébergement qui est déficitaire. Alors elle est déficitaire parce que les coûts sont très importants. On a compris sur les raisons. Ouais, vous avez compris. Voilà. Ben oui, je développe. Je vous assure, je vais continuer à le faire. Donc on fait ça sur la section hébergement. Et on a perdu le fil de ce que je voulais dire. Je suis désolée, on va s'arrêter là parce que... Non, attendez, je veux quand même conclure sur ce point parce que ça me paraît très important. Parce que ce n'est pas une décision facile, ce transfert de charge. Il n'est pas d'ailleurs pour solde de tout compte. Et nous, on est tout à fait, je l'ai dit tout à l'heure, disposés à discuter de l'équilibre du qui paye quoi. Et c'est autrement plus intéressant que les enjeux de gouvernance dont on parlait tout à l'heure. C'est un peu fondamental. Donc nous, savoir si le JT de couvert inclut telle ou telle dépense et comment est-ce qu'on peut répercuter une partie de la dépense sur d'autres sections qui relèvent en réalité d'une prise en charge socialisée, pas de difficulté avec ça. Mais le point important, c'est qu'on a mis en place des garde-fous, ça a été dit, je le répète. Le taux d'ailleurs n'a pas été fixé, mais il y aura un plafond. On ne pourra pas aller au-delà d'un certain écart par rapport au taux fixé par le département. Et on parle d'ailleurs de tarifs d'aide sociale qui sont parfois très bas. Quand vous êtes à 60 €, évidemment, c'est un peu compliqué de dégager des ressources suffisantes pour la structure. Et il y aura aussi un garde-fou que je trouve très important, c'est pour éviter l'effet d'éviction à l'encontre des bénéficiaires de l'aide sociale, et ça aussi le décret le prévoira. Donc ce n'est pas la réforme ultime du financement de ces structures, mais c'est une contribution à l'équilibre global des établissements. Le titre de cette séquence, c'est « Quand les maires montent au front », on aurait dû ajouter les maires bretons, parce que c'est d'eux dont on va parler, même si la question concerne bien sûr d'autres maires. Alors, tout a commencé à l'été 2023, quand des maires d'abord des Côtes-d'Armor et du Finistère ont dénoncé l'abandon de l'État pour financer les EHPAD publics de leur commune. Depuis un an, le mouvement s'est étendu à toute la Bretagne et a même commencé à sortir des frontières bretonnes. Pour en parler, 2 élus sont là, 2 élus bretons. Donc j'appelle Monsieur Guy Pennec, qui est maire de Plourin-les-Morlex, dans le Finistère. Alors monsieur, là il arrive, et suivi de... Le deuxième, c'est monsieur Xavier Compin, et qui est dans le département voisin des Côtes-d'Armor, maire de Plouat. Alors prenez place, messieurs. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer de faire vite, malheureusement, mais vous pourrez discuter avec eux après, pendant la pause. Alors, on va démarrer sur la genèse un peu du mouvement. On va essayer d'aller vite sur sa genèse, parce que ce qui est intéressant, c'est de parler de ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain. Alors, monsieur Pennec, peut-être vous pouvez prendre le micro pour nous raconter un peu comment ça s'est passé, les débuts, en quelques minutes, de votre mouvement. Puis après, je passerai la parole à votre voisin pour la suite. Alors, merci aux organisateurs de nous avoir invités. Bonjour à toute la salle, mesdames et messieurs. Bonjour. La genèse, elle est très simple. C'est que suite, le contexte, loi d'adaptation au vieillissement, loi de finances 2016-2017, financement de la sécurité sociale, et puis on commence un pilotage par les ressources pour aligner les charges sur les ressources. Très bien, c'est louable en soi. Le problème, c'est que ça met en place une forfaitisation. Une forfaitisation, on l'a vu avec la taxe d'habitation, nous sommes perdants. Et depuis 2019, très rapidement, au moment de monter les EPRD et les ERRD, eh bien, on a vu une tension, une rigidité financière apparaître, et chaque maire...
Vous pouvez pour les parler, établissements publics. donner l'exemple de votre commune, Voilà. c'est intéressant. Et donc, sur Plourin-les-Morlaix, par exemple, mais c'est le cas d'énormément de collègues, ce qui nous a fait nous retrouver. C'est une commune de combien d'habitants à peu près? C'est 4800 habitants, voilà. Et nous n'avons pas attendu 2024 pour avoir un parcours territorial du vieillissement adapté au vieillissement sur toutes les formes qui ont été évoquées depuis ce matin, puisque des maisons de retraite cantonales, nous sommes passés aux EHPAD dans les années 90. Mais voilà, de suite, rigidité financière à travers les soldes intermédiaires de gestion, tous au plus bas, voire négatifs, et puis les équilibres bilanciels du bilan, eh bien, aussi négatifs. Et quand vous n'avez plus de capacité ou de coefficient d'autofinancement courant pour investir un seul euro, eh bien vous êtes mort sur l'investissement, mais sur le fonctionnement, nous allons mourir de notre belle mort très rapidement en 2024. Alors, l'exemple. Donc chaque maire était en silo tout seul à se débrouiller parce que la vieille expression française « gérer au Marlefranc », eh bien nous savons le faire. Nous avons des dizaines d'années d'expérience de gestion et nous ne sommes pas des mauvais gestionnaires comme aujourd'hui l'État voudrait le dire, que les collectivités de base constituent un déficit ou provoquent du déficit, ce qui est totalement erroné. Et donc chacun s'est débrouillé dans son silo et puis le hasard faisant, une réunion avec la ministre des Territoires à Saint-Brieuc, où le sujet des EHPAD sur 10 questions, 6 questions sur les EHPAD surgissent en 2023. Et en mai 2023, une première réunion, suite à cette réunion, menée par Xavier Compin à Ploua, qui rassemble une bonne vingtaine de maires. Et puis le mois suivant, à La Roche-Jaudy, qui rassemble là à peu près 45 communes. Et du côté du Finistère, parallèlement, en s'ignorant, nous menions exactement la même démarche. Nous nous sommes donc retrouvés très rapidement parce que la Bretagne, c'est pas bien grand et que tout le monde se connaît, on est tous cousins. Donc, on s'est retrouvés rapidement dans un mouvement transpartisan, j'insiste bien, un mouvement transpartisan parce que les constats sont les mêmes. Et nous avons géré de manière la meilleure possible, mais la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, et nous sommes au bout du bout, tout simplement. Alors je passe la parole à votre cousin, Monsieur Compin, puisque vous êtes tous cousins en Bretagne. Alors racontez-nous, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, et ça va être intéressant que peut-être qu'il y ait un dialogue avec Monsieur Dujol dans un second temps, c'est que vous avez lancé une action judiciaire contre l'État. Alors explique-nous un peu, sans rentrer dans les détails juridiques, mais donnez-moi les grandes lignes un peu de ce recours contre l'État et où est-ce que vous en êtes. Et puis après, on parlera des suites parce que votre démarche finalement intéresse d'autres territoires que la Bretagne, donc on pourra en parler dans un troisième temps. Je vois sa parole. Merci. D'abord, on est cousins. On est apparu depuis un an comme des maires rebelles, des bonnets rouges, des gilets jaunes, des verts, des bleus. On est éminemment sympathiques. Simplement, nous disons les choses. Et en fait, mesdames, messieurs les professionnels, mesdames, messieurs les directeurs, nous disons tout haut ce que vous pensez tout bas. En fait, nous en avions marre d'avoir la tête sur le billot, puisque le maire, aujourd'hui, est à peu près responsable de tout. L'État n'est plus là, le département de moins en moins. Nous sommes à portée de baffe, c'est bien connu. Prendre les baffes, les siennes, c'est bien. Prendre les baffes des autres, on ne va pas laisser faire. Et lorsqu'en 2023, on était sur des déficits à 200, 300 000 euros, et puis derrière, 300, 500 000 euros, 600 000 euros, et aujourd'hui, dans des départements, les déficits à 7 chiffres ne sont plus étrangers, ça passe le million d'euros, il est grand temps que la parole publique se réapproprie. On a commencé par des grèves, mais des grèves symboliques, on ne paiera pas l'énergie, on est des très bons payeurs en général. Mais lorsque l'énergie pour une collectivité, c'est 23% en 2022 et 63% en 2023, ça calme, disait ma grand-mère. Et donc, on a été un petit peu en rébellion sur ça au début. Et puis, on s'est dit, mais nous, on aime tout le monde d'abord. Et on ne veut pas de tête de ministre. Ce n'est pas le sujet. On s'est dit, on va commencer à estimer les manques que nous avons sur nos établissements. Ça se traduit comment ? Ben, écoutez, pédicure, manucure, c'est quand même pas rentable. L'animation, c'est la mairie qui prend. Ils sont riches, la mairie. Ils prennent. Et puis, tiens, on va gagner du temps. On va mettre plus de moulinets le soir. Et puis, comme les aides-soignantes ne sont pas nombreuses, il faut quand même qu'on laisse la porte ouverte, y compris pour les toilettes. Toutes ces choses-là, nous les avons chiffrées
et évalués. C'est d'où l'objet de notre demande d'indemnité préalable auprès de l'État, donc de l'ARS, que nous aimons, mais nous n'avons pas confiance. Disons-le clairement. Nous l'aimons bien, mais nous n'avons pas confiance en ces gens-là. Nous avons estimé les choses. Nous allons vendredi remettre les 17 premiers dossiers. 17 dossiers qui font 7 millions d'euros qu'il nous manque pour gérer convenablement nos établissements. Et lorsqu'au fil du temps, nous avons rencontré les ministres successifs, peut-être très prochainement. D'ailleurs, le plaidoyer, il faut le recommencer toutes les 5 minutes. Puisqu'en 13 mois, 3 ministres. Ce n'est pas grave, on adore monter à Paris et on recommence. La petite boutade, nous ne descendons pas en circonscription, nous, le vendredi. Non, nous montons à Paris, porter la parole. Et puisqu'il y a forcément l'État quelque part dans la salle, j'espère qu'il y a quelqu'un de la DGFiP. C'est même suspect, mesdames, messieurs, preuve à l'appui, c'est même suspect que des maires aillent porter les causes publiques des EHPAD et prennent des billets de train, puisqu'il faut que nous fassions des délibérations spéciales. Nous avons la chance d'avoir un mandat spécial pour 237 € de billets de train. Mais dans quel monde nous sommes, en fait, mesdames, messieurs? Dans quel monde nous sommes? Et je fais le lien avec la procédure des EHPAD, mais un autre sujet costarmoricain qui peut s'étendre. Après-demain, monsieur le préfet des Côtes-d'Armor a la gentillesse de traduire 13 maires, dont je suis, devant le tribunal administratif parce que nous avons pris des arrêtés municipaux entachés d'illégalité. Évidemment, c'était des arrêtés municipaux plutôt objectifs politiques en disant « nous joignons l'État d'être attentionné à l'hôpital public, territoire. Nous joignons l'État de dire, écoutez, quand même, 4 camions du SMUR pour un département, c'est le Burkina. Hein. Allez, 10 camions. » Et en lui disant, écoutez, chaque fois que l'État ne fera pas, ça sera 1 000 € d'indemnité par jour. Sacrilège. Sacrilège. Monsieur le préfet des Côtes-d'Armor nous envoie devant le TA. Mesdames, messieurs, reformulons les choses. Qu'est-ce que nous faisons? Nous portons-nous tout simplement la parole démocratique du quotidien. Lorsque nous avons délibéré 330 communes qui ont pris un arrêté municipal positif en direction des EHPAD publics, ça représente 5000 élus. Chez nous, il n'y a pas de 49-3. On passe tout devant le conseil municipal. Qu'est-ce que c'est que ces maires qui ouvrent leur bouche et parlent aussi fort? Voyez bien que nous sommes très sociables. En fait, à la fois sur le TA pour la santé ou à la fois sur les EHPAD, que voulons-nous sur le fond? Nous voulons une vision à long terme. Mesdames, messieurs les parlementaires, s'il y en a, les maires ne font pas les lois, on l'a bien compris. On a bien compris qu'on ne faisait pas les lois, mais on peut les appliquer avec discernement, l'intelligence de terrain. Par contre, il y a un sujet que les maires peuvent contribuer, c'est l'exposé des motifs. Parce que nous, les EHPAD, nous n'y sommes pas de temps en temps. Nous y sommes 3 fois par semaine, sinon tous les jours, avec les vrais gens, avec les résidents, avec les familles, avec nos personnels qui sont tous en tension et à bout de bras, avec nos directeurs, directrices qui sont à peu près rincés du sujet, avec des ARS qui vous disent « payez pas l'URSSAF ». Apparemment, c'est d'autres... C'est pas inventé. C'est pas inventé. Non, mais vous n'êtes pas trop nombreux, mais faites avec 2 ou 3 de moins. Mais c'est insupportable. Donc, tout simplement, nous portons une parole publique, une vision à long terme, et puis surtout, c'est un modèle social que nous portons, bien sûr, et dont le financement de la 5e branche. Il faut l'abonder. Lorsqu'on a rencontré Madame Berger, elle était bien triste pour nous dire qu'il n'y avait que 6 milliards d'euros. Il y a peut-être moins d'ailleurs. Eh bien, il faut l'abonder. Les maires contribueront à l'écriture de la loi. Nous, ce que nous portons, c'est une vision à long terme et des moyens. Apparemment, vous avez fait le plein. Alors, dernière question, et après je donnerai... On a fait le plein, mais on n'est pas ministrable. On n'est pas ministrable parce que je pense qu'on va faire des ordres. Alors, une question avant de poser quand même une petite parole à M. Dujol. Votre dynamique depuis 1 an qui se déploie là, bien sûr, vous n'êtes pas recroquevillé sur la Bretagne, vous êtes ouvert sur d'autres régions. Alors, que s'est-il passé depuis 1 an? Vous avez d'autres contacts? Il y a d'autres territoires qui vont bouger? Peut-être que la collègue élue adjointe à la mairie de Paris est dans la salle. Je sais qu'on doit se voir, mais nous accrochons avec nous des petites villes. Bordeaux, Montpellier,
Paris. Évidemment, c'est sur le ton de la boutade. En fait, le défi qui était à la fois d'abord breton l'an dernier et maintenant national, ils s'essouffleront. Ça tombe bien, on est coriace. Donc on est passé de mouvement à association. Et mesdames, messieurs, puisqu'il y a toujours le papier qui va bien, je vous invite à nous rejoindre. Nous sommes maintenant sur un mouvement national. Nous aurons effectivement le congrès de l'Association des maires de France à laquelle nous sommes partenaires et nous sommes des maires. On n'est pas à côté, dedans, en dessus, à gauche, au milieu. On est des maires qui portent une voix publique. Et ce mouvement, effectivement, il va devenir national puisque pêle-mêle, les organisations de directeurs, les FNADEPA, les FAPA, l'UNIOPS, la fédération des familles et des usagers, ça fait beaucoup de monde et ça va faire beaucoup de monde. Vous savez, moi, quand je suis devenu maire, je n'ai pas prévu de devenir maire des EHPAD. Hein. Je voulais être tout simplement maire de Ploie. Ce que nous faisons, nous le faisons, nous, bénévolement, c'est un message. Et nous le faisons, par contre, avec beaucoup d'ambition et de conviction, tout simplement celle de porter la voix de nos territoires quand plus personne ne les écoute. Merci à vous. Alors, Monsieur Dujol, là, vous n'êtes pas dans une position très confortable, mais ce n'est pas sur l'affaire bretonne que je souhaitais vous interroger. Ce qui est nouveau là, c'est que maintenant, les élus s'intéressent véritablement, prennent parti, s'engagent. Je ne dis pas qu'ils ne s'engageaient pas avant, mais en tout cas, là, ils interpellent l'État très, très fortement, et ça pourrait se produire dans d'autres régions. En fait, finalement, la question des EHPAD n'est plus une question simplement de professionnels ou de famille, elle devient une question de toute la société. Et ça, c'est un élément nouveau par rapport à il y a 4-5 ans, par exemple. Comment vous réagissez éventuellement sur ce qui a été dit, mais plus généralement sur cette question de l'EHPAD, c'est une question citoyenne? Je souscris à 100% sur l'idée que l'EHPAD, c'est l'affaire de tous. L'EHPAD et de l'homicide, d'ailleurs, la prise en charge de nos aînés, la prise en charge de la perte d'autonomie, ce n'est pas une affaire de techniciens ou de technocrates. Et la vision qu'on défend au ministère n'est pas du tout celle-ci. Quand on contribue, parce qu'évidemment c'est une décision qui est politique, à préparer la loi à bien vieillir, on est dans une approche sociétale. C'est-à-dire le point de vue de Mme Berger, c'est le point de vue de Mme Combe, c'était aussi celui de Mme Katabi. Il n'y avait pas du tout l'idée d'en faire un dispositif. On a beaucoup parlé tout à l'heure de sujets très techniques sur la fusion sur l'indépendance, la modulation tarifaire, évidemment. C'est une matière qui est de toute façon très, très technique. Mais que des maires, qui en plus sont gestionnaires pour le coup, puisque ce sont des EHPAD municipaux, se saisissent de la question et veulent faire part de leur point de vue, ça me paraît tout à fait légitime. Et moi, mon propos, ce ne sera pas du tout ici de minimiser ou de contrecarrer telle ou telle velléité de faire. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on est parfaitement au fait de la situation des EHPAD en question, qu'on suit de près leur évolution avec l'ARS Bretagne. Il ne nous semble pas que les pouvoirs publics soient restés sans rien faire. Il y a des financements complémentaires à l'échelle de la Bretagne. Je ne parle pas spécialement de ces EHPAD-là qui ont été débloqués pour aider les EHPAD en difficulté. C'est vrai du côté de l'ARS, c'est vrai aussi du côté des départements. Alors, ça ne répond sans doute pas aux difficultés structurelles qui sont les vôtres. Et nous, on est disposés à avoir un dialogue, entre guillemets, de gestion pour savoir exactement, ou comme on l'a fait tout à l'heure de manière très agrégée, quand on a commenté l'état de la section hébergement, l'état de la section dépendance, l'état de la section soins. C'est des choses qu'on peut faire ensemble. Alors évidemment, il y a peut-être des sujets de modèle économique, il y a peut-être des sujets de tarification. Et c'est des décisions qui ne sont pas forcément faciles. Après, le seul point que moi me surprend un peu, c'est que c'est la voie du contentieux qui a été aussi choisie. Alors, par le préfet aussi, si j'ai bien compris. Donc c'est contentieux contre contentieux. Donnant. Ouais. Et en droit, je ne sais pas si la responsabilité de l'État peut être engagée parce qu'on n'aurait pas suffisamment financé tel ou tel EHPAD. Mais je pense que ce n'est pas le propos. Le propos, il est plutôt politique, ce que j'entends parfaitement. Ce qui s'est dit depuis ce matin, c'est qu'il y a des dimensions structurelles dont on a parlé, mais il y a aussi des urgences. Alors, est-ce que, je ne sais pas si vous êtes en capacité d'en parler ou pas, mais est-ce qu'il va y avoir, parce que c'est une question qui concerne beaucoup d'EHPAD, est-ce qu'il va y avoir un nouveau fonds d'urgence qui, encore une fois, ça ne règle pas le problème, mais ça permet d'éviter que quelques dizaines ou quelques centaines d'EHPAD coulent encore plus?
Est-ce que vous pouvez en parler de ça? Parce que ça concerne directement les EHPAD qui sont représentés ici. Bien sûr. Le fonds d'urgence est une innovation de l'année dernière qui m'a paru important, 100 millions d'euros. Et il n'y a pas que le fonds, il y a aussi des commissions. Alors ça permet de discuter avec l'URSSAF, peut-être pour leur dire qu'ils sont à peine de payer. J'espère que ce n'est pas ça qui se dit en commission départementale. Mais un mot quand même sur ces commissions départementales qui ont été installées, qui réunissent des représentants des services fiscaux, de l'URSSAF, de l'ARS, du département, pour passer en revue, avec une certaine expertise, la situation financière et économique des structures, trouver des solutions. Alors, ça peut être des reports de paiement de charges, peut-être des allègements aussi, et en dernier recours, quand c'est nécessaire, et ça l'a été souvent, puisqu'on a dépensé 100 millions d'euros l'année dernière, l'intervention du fonds de soutien. Dans la circulaire budgétaire pour 2024, il y a toujours 100 millions d'euros au bénéfice des établissements pour servir à alimenter le fonds d'urgence. Ce n'est pas identifié comme un fonds d'urgence, mais il y a bien une continuité d'utilisation de 100 millions d'euros pour 24 dans les DRL des ARS. Et il y aura des précisions bientôt sur... Le dispositif est opérationnel, les commissions départementales ont été pérennisées et ça fonctionne, okay. Elles sont permanentes. Vous voulez juste ajouter un mot, monsieur Crompin? L'actualité est précieuse. Les commissions départementales sont pérennisées, ça tombe bien, la première s'est tenue hier chez nous, avec notre présence. On avait interpellé la ministre, Madame Berger, mais elle me disait, c'est un peu comme dans la mairie, hein. Chacun fait ménage chez lui. Hein. Mais le temps d'infusion, c'est comme la tisane, il faut secouer. Entre les propos d'une ministre et la mise en place réelle des commissions, laborieux quand même. Dans l'essentiel des départements français, les maires que nous sommes, collectifs, associations ou pas, à laquelle l'AMF nous mandate, ne sont pour l'essentiel jamais invités. J'espère ne pas être le seul invité sur le territoire national ou au département, mais l'AMF, nous sommes des représentants des maires, voilà, il n'y a pas de croisade, c'est des maires en mouvement. Il est temps qu'effectivement les maires soient à la table de discussion. On est effectivement, je sais pas, on n'a pas d'informations, mais on est effectivement disponible pour rencontrer le ou la nouvelle ministre de la Santé, on verra le périmètre. En tous les cas, le sujet, c'est bien, pour redire à tous, une vision à long terme, parce que l'hécatombe, elle va être brutale. Alors, il y a toujours les conclaves, hein, la parole lissée, tout le monde s'entend bien, on partage. Pendant ce temps-là, le compteur y tourne, des établissements vont tomber. Et puis, la question pour nous, c'est notre modèle social, c'est la solidarité. Et puis, clairement, nous, on pense que le champ des EHPAD, privé fait ce qu'il veut, en tous les cas, pour nous, l'essentiel, c'est dans le champ du non lucratif. Juste, et puis après, peut-être je vais prendre l'antenne, parce que nous ne sommes pas à la télé, mais je parle sous le contrôle de Valérie. Dernière question, ce que dit M. Crompin est intéressant, c'est-à-dire que vous dites qu'effectivement c'est une question citoyenne, les EHPAD, mais en fait les élus sont rarement invités dans les commissions, alors qu'ils gèrent notamment des EHPAD publics. Est-ce que l'administration n'a pas quelque chose à changer dans ses pratiques pour pas simplement faire des déclarations sur la place des élus, mais aussi les inviter dans les commissions? C'est vrai que la commission départementale, elle avait une vocation technique initialement. J'ai décrit qui était autour de la table. C'était vraiment un examen sur dossier. Mais Madame Berger, c'est vrai, vous avez raison, a insisté. Et c'est vrai que l'administration a été un peu rétive, je le confesse. Je me suis mobilisé pour relier ses propos auprès des ARS, pour faire en sorte que les élus soient invités. Donc il y avait point de débat de savoir si c'était l'AMF, quels élus, etc. Ce qui est parfois un peu gênant, c'est que les élus ils sont élus, représentants du territoire, puis ils sont aussi gestionnaires. Donc il faut juste tenir compte de cette double légitimité. Moi, je n'ai pas d'objection à ce que les élus soient représentés. D'ailleurs, c'est ce qu'on a finalement écrit dans l'instruction. Donc si ce n'est pas le cas, il faut absolument qu'on le vérifie. Mais je comprends que lors de la dernière réunion, vous étiez là. Et vous avez pu défendre le cas de votre EHPAD. Dernier mot, parce que là, c'est fort agréable, hein, je suis très touché, mais je suis président en même temps dans un département, mais c'est dans tous les départements de France que les élus doivent être invités. C'est bien comme ça que ça a été prévu. On pourrait en parler pendant des heures, c'est passionnant. On va remercier très, très chaleureusement M. Crompin et M. Pennec.